Bienvenue dans le débat. La page Viktor Orban est-elle tournée? Peter Magyar, le nouveau Premier ministre hongrois, est attendu à Bruxelles pour négocier un déblocage des 18 milliards d'euros des fonds européens gelés en raison des violations de l'état de droit par son prédécesseur Orban. Un accord est très proche, a affirmé Magyar, qui doit rencontrer Ursula von der Leyen demain après-midi. Le Premier ministre hongrois s'est engagé à lever le veto du prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN est aussi prévue. Et sur le plan intérieur, Peter Magyar multiplie les signes de changement. Le Parlement, où son parti dispose d'une majorité des 2/3, doit se prononcer sur une loi qui empêche l'élection d'un Premier ministre pendant plus de 8 ans, barrant donc la route à une réélection d'Orban. L'Office de protection de la souveraineté nationale devrait aussi être supprimé. Peter Magyar a proposé aussi de rencontrer Volodymyr Zelensky début juin pour ouvrir un nouveau chapitre, dit-il, dans les relations bilatérales et régler un différend sur le droit des minorités hongroises de l'ouest de l'Ukraine. Alors une ère post-Orban a-t-elle déjà démarré? Cette visite de Peter Magyar à Bruxelles marque-t-elle déjà un tournant pour la Hongrie et pour l'Europe? Quelle relation avec Zelensky, Poutine ou encore Trump sur le plan intérieur? Va-t-il vers une rupture réelle avec son prédécesseur? On va poser ces questions à mes invités. Valéria Faure-Bountian est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes ancienne députée présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Bienvenue à vous. En face de vous, Pascal Joannin. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Le rapport Schuman sur l'Europe, État de l'Union 2026, c'est aux éditions Hémisphère. Nous avons en direct de Budapest, en Hongrie, Gabor Eros. Bonsoir à vous. Vous êtes sociologue et élu écologiste de Budapest. Vous soutenez Peter Magyar. Bienvenue dans le débat. Oui, bonsoir. Et nous avons notre correspondant à Bruxelles qui va être avec nous tout au long de ce débat, Pierre Benazet. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Peter Magyar, qui a donc fait campagne, on s'en souvient, sur la récupération de ces fonds européens bloqués à Bruxelles en raison des attaques contre l'état de droit par Viktor Orban, son prédécesseur. Il négocie en ce moment même avec les Européens, Peter Magyar, et il a posté un message sur Facebook. On va l'écouter. Nous négocions depuis 2 ou 3 semaines et nous essayons d'accomplir le travail que Viktor Orban et ses collègues n'ont pas pu ou pas voulu faire en 2 ou 3 ans. Et j'ai une surprise pour vous. Cela ne les surprendra pas d'apprendre que la question de l'Ukraine, la question de la guerre ou encore les questions de genre n'ont jamais été abordées. Ce dont nous discutons, et ce qui concerne les amendements législatifs, c'est la lutte contre la corruption. Il reste encore des points ouverts, mais dans l'ensemble, nous sommes parvenus à un accord sur de nombreuses questions importantes. Pierre Benazet, donc à Bruxelles. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer en Hongrie ce week-end, Peter Magyar, et dire aux Hongrois, ça y est, les 18 milliards d'euros vont être débloqués? Alors, très probablement pas. Il va pouvoir rentrer en Hongrie en disant « Nous avons un accord sur la façon d'obtenir ces fonds ». On sait que ces 18 milliards d'euros, l'enveloppe est très grande. C'est une enveloppe avec plusieurs tiroirs, ce qui n'est pas très classique pour une enveloppe. Plusieurs tiroirs là-dedans parce qu'il y a à la fois des fonds de cohésion, de la politique régionale. Il y a aussi des subventions et des prêts qui ressortissent du fonds de relance de l'Union européenne. Vous savez, ce fonds qui avait été lancé après le Covid pour faire redémarrer l'économie de l'UE. Tous ces fonds-là sont gelés, effectivement. Ils sont gelés parce que l'Union européenne a introduit, et Viktor Orban avait été d'accord à l'époque, l'Union européenne a introduit ce qu'on appelle la conditionnalité budgétaire. Il faut respecter les valeurs de l'Union européenne pour continuer à avoir le droit à certaines subventions, à certains prêts. Bref, c'est le cadre général. Alors évidemment, il y a des détails beaucoup plus fins pour chacun des fonds concernés. Mais sur ces 18 milliards d'euros potentiel, donc une sorte de manque à gagner en quelque sorte pour la Hongrie depuis que Viktor Orban a commencé à se mettre à dos la Commission européenne et une grande partie de ses homologues au sein du Conseil européen. Sur ces 18 milliards, donc, il y a environ, on estime, probablement 10 milliards d'euros qui arrivent à échéance à la fin du mois d'août, ce qui veut dire que pour que ces fonds puissent être débloqués et que la Hongrie ne perde pas définitivement cet argent
auxquels elle était censée avoir droit. Il faut trouver une solution d'ici là afin que la Commission européenne puisse payer. La Commission européenne est relativement d'accord avec l'idée de payer. La seule chose, c'est qu'il lui faut des garanties, des mesures d'application, pas seulement des promesses de débats parlementaires. Il faut quelque chose de tangible. Donc il est probable que Peter Magyar revienne demain avec une sorte d'accord cadre. Pascal Joannin, vous êtes d'accord? Que demande finalement l'Europe comme garantie? Là, on a vu le Premier ministre hongrois dire on n'a pas vraiment parlé d'Ukraine ni de la question du genre, mais d'un paquet autour de la lutte contre la corruption. Ça suffirait à l'Europe, une mise en place de lutte contre la corruption du côté de la Hongrie pour recevoir ces 18 milliards? Je pense que la Commission a besoin d'un peu plus. La victoire de Peter Magyar, elle est nette, mais elle oblige à prendre des mesures fortes pour contrer en effet la personne qui l'a battu, qu'il a réussi à battre. C'est plusieurs candidats qui voulaient s'opposer à Viktor Orban qui n'ont pas réussi. Lui, il réussit. Il y a deux paquets, comme l'a dit votre correspondant à Bruxelles. Un paquet sur ce qu'on appelle les fonds de cohésion, et en effet sont liés à un développement du pays et de tous les pays qui peuvent y avoir droit en non. Et ça permet en effet de... C'est 10 milliards. 10 milliards. C'est 7 milliards. C'est 7 milliards. D'accord, 7 milliards. Et 7 milliards. Et puis vous avez le plan de relance. Alors là, pour le coup, le plan de relance, c'était aux États de faire un plan. Le plan a été adopté par la Commission européenne en 2021. Donc il y avait en effet beaucoup de choses comme la France, comme l'Italie. C'est l'Italie et l'Espagne qui avaient le plus d'argent à l'époque. Et donc là, il faut qu'il dise ce qu'il va faire de l'argent, puisqu'il y avait déjà des promesses qui avaient été faites. Donc ce plan de relance, j'allais dire, il va peut-être réussir à en tenir. Mais c'est pareil, le plan de relance, c'était sur une période 2021-2027. C'est-à-dire la période budgétaire qui est celle du cadre d'aujourd'hui. Donc en effet, il va falloir qu'elle aille très vite pour que le déblocage de ces fonds commence très tôt, au mois d'août, comme l'a dit votre correspondant, et qu'ils puissent ne pas perdre. Ils ont déjà perdu 1 milliard, la Hongrie, parce qu'il y avait 1 milliard qui arrivait fin 2024, pour pas qu'ils en perdent trop, pour le bien du pays. Oui, c'est une sorte de course contre la montre. Valéria, en échange, Valéria Muntean, Magyar a donné son feu vert, un feu vert de principe, pour débloquer le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Comment les Ukrainiens, justement, perçoivent-ils son arrivée? Est-ce que Kiev attend le déblocage de ce prêt? Est-ce qu'il est essentiel pour l'Ukraine? Alors, évidemment, le soutien financier de l'Europe est essentiel pour l'Ukraine. Il n'a pas donné son accord, il a levé le veto que Orban avait mis en place. Et il faut aussi voir que le changement par rapport à Orban n'est pas si radical que ça. On a tendance à dire opposition, ça veut dire totalement opposé. C'est pas totalement opposé. Peter Magyar était du parti à la base de Orban. Il y a passé plusieurs dizaines d'années. Il est conservateur. Il est nationaliste aussi en ce sens-là, mais tourné vers l'Europe et plus vers les partenaires, la Russie et la Chine. Il a envie de discuter avec l'Ukraine, mais il pose aussi ses conditions. Il a dit, OK, je lève le veto sur les 90 milliards d'aide à l'Ukraine, mais par contre, je ne cautionne pas pour autant la poursuite de la guerre d'une part, je ne cautionne pas une adhésion accélérée de l'Ukraine tant qu'elle est en état de guerre à l'Union européenne. Donc, c'est pas blanc-seing, et il conditionne cela aussi au traitement des minorités. On se souvient, il y a quelques années... minorités hongroises, on va en parler. Effectivement, l'Ukraine a pris un certain nombre de dispositions législatives en ce qui concerne la langue nationale, ce qui a été déformé par la presse russe, et ensuite, du coup, Orban s'était embarqué là-dedans. Il a d'ailleurs n'a pas arrêté de mettre l'Ukraine, ou agiter l'Ukraine comme un drapeau rouge pendant toute sa campagne, à tel point que le portrait de Zelensky était quand même à Budapest, à la vue et sous tout le monde, pour dire que ça, c'est le danger, ça, c'est le risque. C'était le vrai bouc émissaire pendant la campagne d'Orban. Exactement. Gabor Erosh, la Hongrie est-elle prête à donner des garanties aux Européens pour justement obtenir cet argent? Est-ce que vous allez pouvoir le faire rapidement? Parce qu'on voit bien que c'est une course contre la montre. Tout à fait, mais je crois que le débat, la discussion jusque-là était un peu technique dans le studio, si je puis me permettre, parce que tout ça, c'est pas
comment dire, le Parlement est prêt à voter toutes ces lois. Donc, l'accord cadre qui va être signé demain permettra ensuite aux législateurs de passer à l'action et le Parlement va voter toutes ces lois les unes après les autres. Donc, déjà, le Parlement a voté pour rejoindre le parquet européen. Ça, c'est aussi une mesure anticorruption très importante qui permet de contrôler comment l'argent européen est dépensé dans le pays et donc mettre fin à la corruption qui gangrenait le pays. Et ensuite, les unes après les autres, toutes ces mesures vont être votées, enfin toutes ces lois vont être votées et toutes ces mesures vont être appliquées. Donc, par exemple, pour ce qui concerne les universités, elles ont été en quelque sorte privatisées. En fait, elles sont passées aux mains des oligarques proches d'Orban. Donc maintenant, pour récupérer les fonds européens, c'est-à-dire pour rejoindre le programme Erasmus et le programme Horizon pour les chercheurs, on va renationaliser ces universités. Mais bon, voilà, ça c'est une décision que le Parlement va prendre très prochainement. Le projet de loi est déjà soumis au Parlement, donc il va être voté. Donc vous pensez être dans les temps. Ainsi de suite. Donc, vous pensez être dans les temps, pouvoir justement voter toutes ces réformes rapidement? Sûrement, c'est-à-dire que, comme ça a été rappelé, la majorité des 2/3 permet à Péter Magyar, son nom veut dire d'ailleurs Péter le Hongrois. Donc ça lui permet de faire voter les lois très rapidement. Donc une fois cet accord cadre signé, toutes ces lois nécessaires vont pouvoir être votées rapidement, bien sûr. Et sur l'abrogation de la loi anti-LGBT, justement, qui était condamnée par la justice européenne, manifestement, dans son message sur Facebook, on a l'impression que ça ne fait pas partie des négociations, alors que ça faisait partie, en fait, des lignes rouges franchies par Orban quand l'Union européenne a empêché, justement, de débloquer ces fonds. Oui, ben là-dessus, il est encore un peu prisonnier de ce discours d'Orban qui est un discours d'extrême droite et qui cherchait à faire peur à la population en agitant cette menace factice des LGBT et de l'Ukraine, etc. Et donc, il essaiera de ne pas s'engager là-dessus, tout en faisant un minimum quand même nécessaire pour que Bruxelles débloque les fonds. Donc, il va pas en parler, ça c'est clair, il refuse d'en parler. Il va par contre pourquoi, pardonnez-moi, Gaboreiros, pourquoi calmer Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il refuse d'en parler? C'est impopulaire en fait en Hongrie, ou c'est parce que ce sont ses convictions? Il est quand même conservateur aussi, il vient aussi du Fidesz à l'origine, Péter Magyar, sur justement cette... Oui, mais il a aussi dit... Allez-y. Il a dit aussi qu'il était d'accord pour que tout Hongrois puisse aimer celui ou celle qu'il veut aimer, donc qu'il ne veut pas dire aux Hongrois qui aimer et qui ne pas aimer. Donc implicitement, il a accordé ses droits aux couples homosexuels sans le faire explicitement. Donc il va rester dans cet entre-deux, donc entre ces précautions oratoires et ce retour au mainstream européen. Pierre Benazet, qu'est-ce qui pourrait bloquer justement du côté européen? Ce qui pourrait bloquer, c'est le non-accomplissement des promesses. On sait que, par exemple,
On a vu Péter Magyar aller voir son homologue et voisin Donald Tusk affirmer que les projets de la Hongrie et de la Pologne étaient communs. Donald Tusk a été reçu en quelque sorte en libérateur, lui aussi, lorsqu'il a réussi à détrôner le Parti Droit et Justice. Et la Commission européenne lui a promis et a débloqué très vite l'ensemble des fonds qui étaient gelés pour la Pologne. Or, aujourd'hui, on peut dire que la Commission, c'est un peu le chat échaudé qui craint l'eau froide. Les promesses de Donald Tusk, il a un peu de mal à les tenir. Alors, il n'a évidemment pas la majorité des 2/3 qu'ont les députés de TISA de Péter Magyar. Mais malgré tout, en 2 ans, Donald Tusk n'a pas réussi à détricoter tout ce que le parti PiS avait fait auparavant. Sachant que le PiS a été au pouvoir pendant 8 ans. En Hongrie, c'est le double. Viktor Orban a été au pouvoir pendant 16 ans. Il va falloir, grâce à cette majorité des 2/3, effectivement, détricoter beaucoup. Il va falloir promettre des votes. Il va falloir appliquer ces votes. Et le temps presse. Vous parliez tout à l'heure d'une course contre la montre. Et c'est effectivement comme ça que c'est vu à Bruxelles. Alors c'est vrai qu'il a une majorité des 2/3, on va faire bien sûr réagir. réagir. La situation politique de la Hongrie et de la Pologne est complètement différente. La cohabitation est le principe qui dirige la Pologne aujourd'hui, puisque le président de la République, quand Donald Tusk a été élu, était un ressortissant de droit et justice. Le président qui a été élu il y a 2 ans est aussi un président de justice. Et c'est une vraie cohabitation au sens où les Français l'entendent, c'est-à-dire en effet avec un président qui a des pouvoirs en Hongrie, en Pologne, qui est d'une couleur politique, et un Premier ministre, en effet, Donald Tusk. Mais la Commission, comme vous l'avez dit, a très vite débloqué la situation en Pologne. Parce qu'il faut faire un signal politique. Il y a un changement qui a été fait par les citoyens. Il faut donc qu'il y ait un retour. On ne peut pas dire « attendez. » Si vous parlez pour l'Ukraine, c'est pareil. On ne va pas attendre. Donc, il faut bien que ce signal politique, il n'y a plus Orban. C'est quand même mieux que ce qu'il était encore là. Donc, il faut bien qu'il y ait un signal politique. Donc, elle va quand même Alors, on ne va pas donner ça pour rien. Mais il va falloir quand même qu'au-delà des discours et de la bonne volonté, Peter Magyar s'engage. Mais pour lui, c'est facile, comme vous l'a dit monsieur. Il a une majorité qui a déjà tous les textes qui sont prêts. Et il a les 2/3 de la majorité. Donc, cette victoire est symbolique, est très forte. Mais il y a ce signal politique qu'il faut que la Commission donne aux Hongrois. Petit à petit, il y aura certainement, comme pour le prêt à l'Ukraine, on ne va pas lui donner les 90 milliards d'un coup. On va petit à petit pour montrer demain qu'en effet, il y a ce changement politique et que Peter Magyar, qui est pro-européen, parce qu'il n'était pas Orban, ou ce qu'il n'était plus tout du moins, parce que ça bénéficie aux citoyens hongrois. Donc il faudra qu'elle fasse un signe, oui. Effectivement, la Commission européenne doit donner des gages de la démocratie qui a eu lieu en Hongrie, parce que pour une fois, en tout cas, il n'y a pas eu de manipulation trop évidente et surtout, les Hongrois ont voté pro-européen. Et ça, là-dessus, on ne peut pas enlever au nouveau Premier ministre qu'il est pro-européen. Par contre, ils attendront pour la plupart des fonds un engagement plus profond, et notamment sur l'état de droit. Les textes sur le LGBT en font partie, mais pas que. Il y a aussi les juges suprêmes, les juges constitutionnels qui ont tous été nommés par Orban et qui sont très intimement liés à Orban. Et ça, ce sera des gages de plus et immédiat, en plus des textes votés, et puis ensuite, évidemment, l'exécution des textes. Et pour revenir aux 2/3, pardonnez-moi, mais entre 2017 et 2022, j'ai connu une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Ça ne nous a pas permis pour autant, pour la France, voilà, ça ne nous a pas permis pour autant revoir un certain nombre de sujets, et notamment des changements sur le code électoral. Gabor Heroche, parce que c'est vrai que en fait, ça demande une réforme constitutionnelle, c'est cela dans votre pays, pour revenir justement à un principe de démocratie libérale, pour réformer la justice. Et comme on vient de le dire, il est resté quand même très longtemps au pouvoir. Donc, il y a une vraie inertie dans le pays, non ? Vous alliez réussir ? C'est-à-dire que, comme on l'a déjà rappelé, toute décision nécessaire peut être prise très rapidement. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que effectivement, les gens d'Orban, les pions d'Orban, occupent encore des postes importants au sein de la Cour constitutionnelle. Le président lui-même, d'ailleurs, est encore un pion d'Orban, donc il a été appelé à la démission par Péter Magyar, et s'il ne démissionne pas, il va être délogé. Donc ça peut paraître de prime abord, en fait,
un peu comme antidémocratique, puisqu'il va évincer ces gens qui sont à la tête des contre-pouvoirs, mais en même temps, pour appliquer son programme et pour appliquer l'accord signé demain avec la Commission européenne, il a besoin de faire sauter ces verrous. Donc, il a effectivement besoin de la démission du président nommé par Orban, il a besoin de la démission des membres de la Cour constitutionnelle nommés par Orban et ainsi de suite. Mais ensuite, tout ça pour rétablir l'état de droit, comme ça a été dit, mais surtout pour faire venir ces fonds. Mais ça a des conséquences directes. Ça va permettre au pays, et Peter Magyar, il parle de ça surtout. Ça va permettre au pays de moderniser les chemins de fer. Ça va permettre au pays d'acheter des nouvelles rames de RER. Ça va permettre au pays d'investir dans l'éducation, dans la santé. Ça va permettre au pays d'investir dans les services publics. Donc lui, il parle surtout de ça. Il veut rendre la vie des gens plus viable. Et toutes ces lois et toutes ces mesures visent à réinvestir donc avec les fonds européens dans les services publics dans le pays. Sur l'Ukraine, Pierre Benazet, Zelensky a promis la réparation de l'oléoduc Druzhba qui fournit donc la Hongrie en pétrole russe juste après l'élection de Magyar. Je ne sais pas très bien où ça en est, si effectivement cet oléoduc, on va le voir sur cette carte, 4000 km d'oléoduc, c'est le plus long au monde, parce que la Hongrie ne veut pas renoncer à l'importation du pétrole russe. Est-ce que ça pose un problème dans les négociations ? Alors pas du tout, parce que Viktor Orban a obtenu de manière effective au sein du Conseil européen que la Hongrie et la Slovaquie, Viktor Orban ainsi que Robert Fico ont obtenu de pouvoir continuer à importer du pétrole russe. C'est écrit noir sur blanc. On sait que le but de l'Union européenne est un sevrage complet, mais ça a été acté de manière à obtenir évidemment les contreparties qu'on sait au sein du Conseil européen, parce que rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a eu un train de sanctions à l'encontre de la Russie pour la guerre en Ukraine, à chaque fois, la Hongrie de Viktor Orban avait bloqué une négociation extrêmement dure. Il n'y avait jamais eu véritablement de veto, on n'en était pas arrivé jusque-là, mais presque. Il y a eu juste ce veto sur le prêt de 90 milliards d'euros entre décembre et avril. Mais en revanche, sur les trains de sanctions, oui, la Hongrie bloquait, et c'était toujours une affaire d'argent. Le pétrole russe par l'oléoduc Druzhba, c'est très symbolique parce que, évidemment, ça permet de diminuer, en théorie, la facture pour le consommateur final en Hongrie. La question d'argent, à travers la question ukrainienne, a toujours été le principal moteur du discours de Viktor Orban. On le sait, le refus de voir l'Ukraine un jour entrer dans l'Union européenne, débuter son processus d'accession. La grande crainte mise en avant, c'était de voir les agriculteurs hongrois perdre une partie des subventions européennes qu'ils avaient reçues lors de l'adhésion en 2004, puisque le principe des subventions agricoles, c'est évidemment que les pays les moins en avance rattrapent le niveau moyen des autres. Et donc, la crainte était de voir entrer un énorme pays agricole qui pourrait faire perdre déjà des subventions à l'agriculture hongroise. Et à chaque fois, ça a été le point principal, l'argumentaire principal de Viktor Orban. Donc pour ce qui est de Druzhba, non, le résultat, il est là maintenant. Les réparations, a priori, ont été faites. Et Viktor Orban a envoyé, avant l'investiture de Peter Magyar, avant de quitter son mandat, il a envoyé la levée de son veto à l'Union européenne pour dire maintenant qu'il y a du pétrole, je lève mon veto. C'est toujours cette question. L'oléoduc Druzhba va rester probablement une épine, à moins d'avoir une négociation spécifique, mais elle ne peut se faire qu'au sein du Conseil européen et pas avec la Commission européenne a priori. Pascal Joannin, donc ça restera une exception, un héritage d'Orban en Hongrie de cette... Non, vous avez vu, c'est des pays enclavés. C'est des pays qui sont dépendants du pétrole russe complètement. Et donc, on ne peut pas les sevrer du jour au lendemain, sinon il va y avoir un manque. Donc, il y a une petite
exception qui est donnée à titre provisoire pour que, en effet, ça ne se retourne pas contre eux tout de suite. Mais bien entendu, l'objectif de l'Union européenne, c'est en effet pour tous les pays de, en effet, ne plus dépendre et du pétrole russe, bien évidemment, mais même de tout hydrocarbure demain, puisqu'on serait dépendant des Américains ou d'une autre dépendance. Et que la volonté des Européens, c'est d'être plutôt indépendant. Mais sur les sanctions, justement, Peter Magyar, il va rester dans la même veine que Orban ou il va continuer? Moi, je pense. Alors, moi, connaissant Peter Orban tel que je le connais, il n'a jamais dit qu'il voulait revenir sur. Victor Orban ou Peter Magyar? Non, Peter Magyar. Il n'a jamais dit qu'il voulait qu'il voulait en effet ne plus voter les sanctions. Il y a quand même eu 20 trains de sanctions, 19 sous Orban, elles ont été votées. Mais Orban ne les a pas toutes sanctionnées. Enfin, il n'a pas dit non à chaque sanction. Donc là, on sera dans la continuité. Non, on est plutôt dans la continuité. Mais non, on est plutôt dans le retour à la normale. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que Orban faisait une exception à chaque fois. Là, on va en effet avoir plus de facilité peut-être pour que l'unanimité au Conseil, on ne va plus sortir Viktor Orban de la salle pour qu'on puisse en effet voter les sanctions. Mais il y a eu 20 trains de sanctions. Les premiers ont été votés par Orban. Et donc, Peter Magyar, il n'a jamais dit qu'il voulait en effet avoir sur ce point, il n'a jamais dit qu'il ne voulait plus voter les sanctions. Il va continuer à faire comme les Européens, aider l'Ukraine autant que faire se peut. Et on voit bien que là, aujourd'hui, une des questions qui est posée à Peter Magyar, c'est la relation avec l'Ukraine. En effet, qu'est-ce qu'il va faire, notamment sur l'aide aux armes. Et puis, il y a cette question, mais là, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, de la minorité hongroise de Transcarpathie, où, en effet, les relations sont un peu tendues. Allez-y. Avant de laisser la parole à Nelly Vert qui va nous expliquer comment la Hongrie va sortir du pétrole, il y a un vrai sujet. L'électorat principal de Orban, c'était l'électorat de campagne, c'était pas l'électorat de Budapest. Il s'était appuyé là-dessus sur ses agriculteurs beaucoup, mais aussi sur l'électorat extérieur, ceux qui sont expatriés. Aujourd'hui, on voit bien que la nouvelle majorité est aussi bien implantée en ville qu'à la campagne. Donc, il y a aussi des attentes sur le coût des énergies. La Hongrie est l'un des pays les plus pauvres de l'Europe, il ne faut pas l'oublier, et beaucoup d'industries locales et quand même de la sous-traitance des majeurs comme l'industrie allemande, par exemple. Mais donc, aussi des Chinois. Et aussi la Chine. Donc, clairement, il y a un pivot économique à faire, il y a un pivot écologique à faire pour sortir des hydrocarbures. Et l'objectif pour la Commission européenne et pour l'Europe en général, c'est de permettre à l'ensemble des membres de l'Union européenne de suivre le même train et avancer dans le même sens sur ce sujet-là. Aujourd'hui, la Hongrie ne peut pas faire face autrement, sachant qu'en plus, ils viennent de perdre avec Orban l'accès à l'Amérique, le soutien que Trump a apporté, le soutien de Trump, Orban était très fort et de sa suite. Donc, c'est pas les États-Unis qui vont aider demain la Hongrie avec les hydrocarbures. Donc, il faut bien qu'ils puissent continuer à vivre. Gabor Erosh, alors sur cette question de l'oléoduc donc de Druzhba et donc du fait que la Hongrie utilise du pétrole, ça va continuer avec Peter Magyar. Et sur les sanctions contre la Russie, est-ce qu'il sera plus allant à les voter que son prédécesseur? Alors, donc d'abord, effectivement, sous Orban, la Hongrie est devenue un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. Avant Orban, c'était pas le cas. La Hongrie était, avec la Tchéquie, la plus riche des pays d'Europe centrale, des nouveaux entrants. Mais après 16 ans de règne d'Orban, effectivement, on est devenu en ex-aequo avec la Bulgarie, le pays le plus pauvre. Bon, ensuite, pour l'oléoduc. Donc, il faut préciser quand même, et là je vais employer une expression assez forte, mais elle est justifiée. Nous avions à la tête du pays un agent de Moscou, un agent de Poutine pendant 16 ans. Donc, il parlait peut-être un peu de la protection des agriculteurs hongrois et encore, il n'en parlait pas beaucoup. Il parlait surtout de l'Ukraine en termes de guerre et de paix, prétendant avoir en la personne de Poutine un homme d'État qui voulait la paix, ce qui est absurde,
et en la personne de Zelensky, quelqu'un qui voulait la guerre. Et la propagande du parti d'Orban, c'était ça, c'est que l'Ukraine veut poursuivre, l'Ukraine et Bruxelles veulent ensemble poursuivre la guerre et que la Russie veut la paix. Donc, il prenait la défense de Poutine, homme de paix. Absurde. Donc, ça c'est fini. Et ensuite, et aussi très important, en fait, ce pays n'est pas si dépendant que ça de l'oléoduc de Druzhba et du pétrole russe. Donc, Orban, effectivement, il a tout fait pour augmenter artificiellement la dépendance de la Hongrie. Mais avant la guerre, la Hongrie importait moins de pétrole que maintenant au bout de 4 ans. Donc, au lieu de suivre le chemin européen, il a pris le chemin inverse pour ensuite prétexter être dépendant du pétrole russe pour soigner ses relations privilégiées avec Poutine. Mais tout ça, c'était le résultat d'une politique délibérée d'augmentation de la dépendance de la Hongrie, parce qu'en réalité, il y a un autre oléoduc. Et cet autre oléoduc peut être utilisé aussi pour importer. D'ailleurs, il est utilisé, mais sous-utilisé, qui vient de la Croatie et qui peut permettre à la Hongrie d'être approvisionnée en pétrole. Et ensuite, effectivement, ce qui a été mentionné déjà, la Hongrie doit investir dans les renouvelables. Bon, ça, c'est pour le moyen et long terme, mais ça, c'est important aussi. Donc, Orban a empêché la construction comment ça s'appelle, pour avoir l'énergie du vent. Des éoliennes. Les éoliennes, merci, pardon, l'expression m'a échappé. Voilà, donc il a interdit la construction d'éoliennes pour augmenter une fois de plus la dépendance, artificiellement, la dépendance de la Hongrie par rapport au pétrole russe. Mais tout ça, ça peut être laissé derrière nous. On peut investir dans le renouvelable, d'ailleurs avec ces fonds européens qui vont être débloqués. Et aussi, on peut importer du pétrole par l'oléoduc qui passe par la Croatie. Et on peut continuer à importer un peu de pétrole russe pendant une période transitoire, puisque l'oléoduc Druzhba a été rétabli, mais pas parce qu'on a que ce choix-là, mais parce que le nouveau ministre de l'économie et des énergies veut que l'approvisionnement en pétrole et en énergie soit diversifié, ce qui est normal. Et aussi avec le Fonds européen, Peter Magyar l'a dit, l'a précisé encore aujourd'hui, il veut développer aussi le grid, c'est-à-dire le réseau transeuropéen d'électricité pour, le cas échéant, pouvoir importer de l'énergie, c'est-à-dire de l'électricité en provenance de l'Autriche ou des autres pays d'Europe de l'Ouest. Oui. Donc, tout ça peut être remédié. Valéria Faure-Muntian. Alors, donc, on écoute bien Gabor Héroche. Poutine, c'est fini. Cette période Orban, son meilleur allié en Europe, Orban, c'est terminé. Mais alors, quid de Zelensky ? Manifestement, il va y avoir une réunion. Ils vont se rencontrer au mois de juin. D'après ce qu'on lit, ça n'est pas encore totalement déterminé, cette fameuse date. Et c'est une rencontre qui devrait tourner justement la page, je veux dire... Ça devrait être un nouveau chapitre dans les relations entre l'Ukraine et la Hongrie, à votre avis ? Évidemment. Alors, les relations entre l'Ukraine et la Hongrie sont anciennes et ont été tumultueuses, notamment en lien avec le poids de l'URSS à une certaine époque. Ensuite, il y a aussi le choix des législations électorales qui ont été mises en place par Orban sur les 16 dernières années. Il a manipulé la façon de se faire élire et réélire à plusieurs reprises. Et à ce moment-là, il a fait appel justement à toute la distribution des passeports pour pouvoir peser avec les expatriés. Donc, du coup, hongrois en
En Ukraine, entre autres. Ils sont un petit peu partout, mais surtout, entre autres, en Ukraine. Donc, il a fait exactement ce que Poutine a essayé de faire avec Donetsk. Il a passeporté les Ukrainiens à tour de bras avec une forme d'ethnicité, avec un lien, parce que c'est des territoires un petit peu comme Alsace-Moselle. Un coup, c'était ukrainien, un coup, ça ne l'était plus, un coup, c'était hongrois, un coup, ça n'était plus. Donc, effectivement, il y a... Donc, il a teasé un séparatisme, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Hongrois en Ukraine. Et vu que la Hongrie a toujours été vue par les Ukrainiens et les résidents de l'Union soviétique comme un pays prospère, le premier pays qui est devenu européen à nos yeux suite à la chute de l'URSS. Effectivement, Budapest, c'était les vacances pour tous ceux qui pouvaient se payer des vacances en Europe, c'était Budapest. Donc, évidemment, quand les distributions des passeports a commencé, beaucoup d'Ukrainiens ont profité parce que c'était le passeport pour l'Europe, évidemment. Donc, cette question des Hongrois ethniques en Ukraine est une question vieille, mais à la fois une manipulation électorale de Orban renforcée ces dernières années. Oui, mais Zelensky a choisi justement, donc si cette rencontre a lieu avec Peter Magyar, a choisi Bereov en Ukraine. Donc il y a un endroit où il y a une majorité de Hongrois. Donc il y a une manipulation du côté d'Orban, mais finalement, que veut Zelensky? S'il choisit cet endroit, c'est bien pour rendre, enfin c'est ce qu'il dit, il veut redonner leurs droits culturels et linguistiques et administratifs à ces Hongrois d'Ukraine. Alors, les minorités ethniques, qu'elles soient russophones ou hongroises ou polonaises ou romaines, n'ont jamais été oppressées en Ukraine. Il y a eu effectivement une législation qui a été prise il y a quelques années par le Parlement ukrainien pour rendre l'ukrainien comme langue administrative officielle. Ce n'est pas pour autant que les langues locales et régionales ont été interdits à l'enseignement, ont été interdits d'usage. Donc, effectivement, c'était surtout le combat du double ukrainien-russe qui préexistait. Mais encore une fois, Orban s'en était saisi sur recommandation de Poutine et avait fait un scandale au niveau européen en disant qu'on ne pouvait pas soutenir une Ukraine qui oppressait les minorités. Donc non, les minorités de Donbass, comme les minorités hongroises, n'ont jamais été oppressées par l'Ukraine et encore moins du point de vue institutionnel. Mais pourquoi justement, Gabor Erosh, je vous redonnerai la parole juste après, Pierre Benazet, pourquoi est-ce qu'il choisit cet endroit, à votre avis, Volodymyr Zelensky, pour rencontrer Peter Magyar? Comment tourner cette question des minorités hongroises en Ukraine du côté de Magyar? Qu'est-ce qu'il souhaite, lui? C'est l'endroit un peu consensuel, donc c'est à la fois en Ukraine, mais aussi une région habitée, donc la région frontalière, habitée par effectivement une minorité hongroise, en partie une minorité hongroise. Il faut savoir aussi que cette minorité hongroise comptait à peu près 200 000 personnes avant la guerre et que la guerre de Poutine a fait fuir à peu près la moitié de ces Hongrois d'Ukraine. Donc, c'est Poutine qui a détruit à moitié la minorité hongroise d'Ukraine. Donc, s'il y a quelqu'un qui a mené une politique anti-hongroise en Ukraine, une fois de plus, c'était bien Poutine. Et donc, effectivement, tout comme avec Bruxelles, il y a un terrain d'entente avec Zelensky aussi. Donc, Peter Magyar, il peut pas se permettre de se montrer tout de suite pro-ukrainien. Après 16 ans de propagande anti-ukrainienne qui a laissé des traces quand même dans le pays. Mais il y a cet accord pragmatique qui se dessine, qui permettra de sauver la face à la fois à Zelensky et à Peter Magyar. C'est-à-dire que Zelensky, lui, il va lâcher du lest par rapport aux droits des minorités et de la minorité hongroise notamment. De toute façon, c'est les droits de l'homme, c'est les droits humains, c'est quelque chose. C'est une valeur européenne en même temps que c'est une revendication nationaliste de la part de la Hongrie, mais c'est aussi une valeur européenne, la protection des droits des minorités. Donc, il va lâcher du lest. Et du côté de Peter Magyar, le nouveau gouvernement hongrois, il pourra se prévaloir de cet accord avec Zelensky et l'Ukraine qui permettra à retrouver les droits, à recouvrir les droits de la minorité hongroise d'Ukraine.
Donc, il va se prévaloir de cet accord pour ne plus mettre son veto et ne plus avoir cette hostilité qui caractérisait l'attitude d'Orban, et aussi de permettre à l'Ukraine, non pas d'adhérer rapidement à l'Union, mais de commencer, d'ouvrir les premiers chapitres des négociations. Parce que pour l'instant, il dit que tant que les droits de la minorité hongroise n'ont pas été réglés, il ne va pas non plus laisser l'Ukraine commencer les négociations. Tandis que si cette question est réglée, il va donner son accord, il va donc voilà. C'est comme ça qu'ils vont s'entendre. On est vraiment dans une période de négociation. Pierre Benazek, qu'est-ce qui va se passer demain entre Ursula von der Leyen et Peter Magyar? Mais a priori, tout est déjà relativement plié. On sait que le rendez-vous a lieu dans l'après-midi. C'est signe que les négociations ont probablement dû avancer parce qu'en fait, c'était un petit peu l'arlésienne, la date de ce rendez-vous. Pendant toute la semaine, on avait évoqué, enfin, depuis assez longtemps d'ailleurs, depuis au moins une dizaine de jours, la date d'aujourd'hui, ce jeudi, pour l'arrivée de Peter Magyar à la Commission européenne. C'est finalement seulement hier soir, mercredi, très tard, que le rendez-vous a été annoncé à vendredi, signe qu'il reste encore des négociations à ficeler. Mais ce n'est pas le Premier ministre hongrois et la présidente de la Commission européenne qui vont régler les détails techniques et juridiques, parce que, évidemment, ces dossiers, au-delà de l'aspect extrêmement symbolique du décaissement des fonds européens et de la garantie démocratique à laquelle aspire l'Europe et que Peter Magyar apporte en gage à Bruxelles, au-delà de ça, ce sont surtout des textes juridiques, financiers, évidemment, et c'est là que les négociations ont dû être les plus longues. Et on sait qu'il y a, malgré tout, 16 ans de régime Fidesz à détricoter en Hongrie. Pour la Commission européenne, il faut des garanties, un échéancier sur chacun des chapitres. Et évidemment, ce que Peter Magyar doit espérer probablement pour l'accord cadre avec lequel il devrait repartir demain, c'est d'avoir un détail des fonds, surtout ceux qui arrivent à échéance à la fin du mois d'août, parce que c'est là que le problème véritable va se poser. D'autres fonds seront même disponibles par ailleurs. Oui. Il suffit que la Hongrie, par exemple, adhère au prêt SAFE pour l'armement. Ce serait tout de suite plus de 13 milliards d'euros supplémentaires. Une page se tourne demain, donc. Pascal Dufresne, en un mot de conclusion. Une page est tournée le 12 avril. Oui. Quand même. Okay. C'est quand même là, c'est la volonté. Pierre Magyar n'est pas arrivé par une opération du Saint-Esprit. Il y a eu un choix radical des Hongrois pour tourner la page d'Orban et remettre leur pays au cœur du village européen et de ne plus être ni le suppôt de Poutine, j'ai bien entendu ce que vous disiez, Eroshov Gabor, mais non plus la copine de Trump. Et donc ça, pour le coup, Peter Magyar qui va en effet peut-être pas faire tout ce qu'on voudrait, mais va faire beaucoup pour que, en effet, la vie en Hongrie soit plus sympathique. Merci à tous les quatre. Restez avec nous.